Bonsoir et bienvenue à tous dans l'actualité de ce mercredi. 4 jours de week-end après 8 semaines de confinement. Allons-nous continuer à respecter les gestes barrières ? La limite des 100 km va-t-elle tenir ? Des milliers de policiers et gendarmes sont mobilisés. Reportage dans un instant. 30 degrés à l'ombre, un soleil de plomb partout en France. Nos conseils pour supporter au mieux le masque qui reste obligatoire dans de nombreux lieux, même en tenue d'été. Un nouveau foyer de contamination, cette fois dans le plus grand commissariat de France, à Lille. 3 cas détectés et plus de 1000 fonctionnaires de police bientôt testés. Un fleuron de l'industrie en grande difficulté. Renault va sans doute fermer 4 usines en France, dont le site emblématique de Flins. Vous comprendrez comment l'entreprise, malgré plusieurs plans de sauvetage, en est arrivée là. Enfin, nous irons découvrir la France secrète dans la Drôme provençale, des villages perchés, des châteaux, des champs de lavande et le chant des cigales. Inutile de partir au bout du monde pour s'approcher du paradis. Dès le milieu de cet après-midi, vous étiez très nombreux à prendre la route pour profiter du pont de l'Ascension. Bison Futé, qui a été désœuvré pendant 2 mois, prévoit une circulation importante. La règle des 100 km est toujours d'actualité. Les contrôles de police ont été renforcés. C'est le cas notamment sur l'autoroute en direction de la Normandie, où se trouvent Jérôme Garot et Irina Fourny. Sur la route de la Normandie, le tout premier contrôle de gendarmerie, à côté de Rouen. Vous venez d'où? Vous allez où? D'abord, vérifier si les automobilistes sont à moins de 100 km de chez eux. Je trouve un peu absurde les contrôles à 100 km. Moi, je prends un exemple. Moi, j'habite en pavillon. Je prends ma voiture, je ne descends pas de ma voiture pendant 100 ou même 200 km. Je ne rencontre personne. Ils ont raison. Ça évite les déplacements inutiles. On s'est dit on va pas aller trop loin pour pas se faire contrôler bêtement et devoir faire demi-tour. Donc on s'est dit qu'on allait rester dans les 100 km quand même. Ouais. Mais pour ce pont de l'Ascension, de nombreux Parisiens sont tentés d'aller au bord de la mer. Nous sommes ici à 90 km de la capitale, à la limite du périmètre autorisé. N'oubliez pas que dans le cas des déplacements Covid, C'est 100 km. vous n'avez droit qu'à 100 km. Donc là, vous êtes dans la zone. Si vous allez au-delà de Rouen, vous y allez en toute connaissance de cause. Nous reprenons la route vers Deauville. Nous approchons des côtes normandes, à plus de 150 km de Paris, d'où nous sommes partis. On est donc maintenant en dehors du périmètre autorisé. À quelques kilomètres de notre but, nouveau contrôle. Ici, comme partout en France, ils sont plus nombreux ce week-end, même sur les routes nationales. Vous venez d'où? De Paris. De Paris, d'accord. Et vous avez votre destination? À Caen. Pour les contrevenants, c'est une amende de 135 €. Attention, en théorie, elle peut être multipliée par chaque passager de la voiture. Dans l'absolu, on peut avoir 4 usagers dans la même voiture qui peuvent être verbalisables. Après, en pratique, il est vrai que les 4 ne sont pas forcément verbalisés en réalité. Enfin, pour ceux qui tentent le week-end au loin, une autre mauvaise surprise les attend dimanche. Les contrôles continuent dans le sens des retours. Et oui, parce qu'après, il faut rentrer. Parmi les destinations où il est possible de se rendre depuis Paris, dans un rayon de 100 km, il y a Chartres, en Eure-et-Loire. Les premiers arrivants ont ouvert leurs valises dans les gîtes et les rares hôtels ouverts. Les professionnels du tourisme qui ont bien sûr pris des mesures particulières. Reportage Marine Brossard et Maud Gatineau. À 1 heure de route de la capitale, ça roule bien à Bordeaux, ça roule bien en région parisienne, ça roule bien. Chartres s'offre à nous. Bonjour. Vous avez fait bonne route? Très bonne. Une destination idéale pour ce couple de Parisiens. Chartres, on ne connaît pas, on n'a jamais été. La cathédrale, on ne connaît pas. On est content de voir autre chose et de pouvoir profiter. C'est un petit goût de vacances, un petit nouveauté par rapport à ce qu'on a connu pendant ces 2 mois. Ces 3 chambres d'hôtes affichent enfin complet ce week-end. Un soulagement pour ce gérant, même si tous ses clients viennent d'Île-de-France, une région classée rouge. Je pense que si tout le monde fait attention, ça se passera bien. J'ai laissé des tables vides, comme vous pouvez voir sur la table. Les petits déjeuners sont assez espacés. Avant, les gens se servaient au buffet, prenaient les volontés qu'ils voulaient. Et donc là, du coup, je suis obligé de les servir directement. Ça évite qu'ils passent directement au buffet. À l'aube de ce week-end prolongé, Chartres s'anime. Ça fait du bien, ça revit. On voit beaucoup de monde, il fait beau, c'est bien. Très très bien. Et les hôtels se remplissent plus rapidement que ce que les professionnels avaient imaginé. Dans cet établissement, 80% des chambres sont occupées. On est assez contents, assez surpris, on ne s'y attendait pas spécialement aussitôt.
Les boutiques ont réouvert, donc je pense qu'ils en profitent aussi pour faire un petit peu de shopping en province, un petit peu au vert. Et pour les sustenter alors que les restaurants sont fermés, le chef s'est mis à la vente à emporter. C'est pour nos clients de l'hôtel, donc pour le soir, pour leur dîner, et également pour tous les touristes qui vont venir ce week-end. Voilà, vous avez des plats chauds, des salades, des desserts. Tout est donc prêt pour permettre à une nouvelle clientèle de proximité de découvrir cette ville historique, d'ordinaire fréquentée par des touristes majoritairement étrangers. À ceux qui s'imaginaient déjà marcher pieds nus dans le sable ce week-end, sachez que certaines plages vont à nouveau fermer dès ce soir. C'est le cas dans le Morbihan, vous allez le voir sur cette carte. Elles avaient été rouvertes le week-end dernier, mais plusieurs maires ont constaté que les promeneurs ne respectaient absolument pas les règles de distance et de prudence. Reportage Nicolas S. et Nick Ressman. Depuis ce midi, des barrières empêchent tout accès à la grande plage de Damgand. Certains ont dû faire demi-tour. Pouvoir marcher et c'était normalement les fermetures à partir de 18h, ce qu'on avait vu, et puis ils ont décrété de les fermer là maintenant. Donc ouais, un petit peu dégoûté. Une décision prise par le maire devant la multiplication des infractions sur le sable ces derniers jours. Non-respect des distances barrières, regroupement ou insultes, cette Morbihanaise l'a constaté le week-end dernier. Il y avait la foule partout. Partout. Vous aviez les familles assises ici, les bancs étaient tous pris. Tout le long jusqu'au bout là-bas. Devant cette situation et la crainte d'une propagation du virus, la commune ne veut prendre aucun risque. Si, par malheur, la pandémie reprenait sur ma commune, le préfet pourrait faire un cluster. Donc là, la saison, elle est terminée. Dans le Morbihan, depuis le 15 mai, une trentaine de communes du littoral a été autorisée à rouvrir les accès à la mer. À 25 km de Damgand, cette plage de Sarzeau est ouverte sous certaines conditions. Il n'y a pas le droit de pique-niquer, de faire des jeux collectifs, de stagner sur la plage. Et les baigneurs jouent le jeu. On ne s'installe pas, on se promène et on se baigne, on respecte les consignes. Il y a des mesures de distanciation qui sont à prendre, elles sont visiblement respectées, que les gens soient assis dans le sable. S'ils sont là, il y a 40 mètres pour chaque personne, il n'y a pas de problème. Pour faire respecter la loi, ce maire peut compter sur sa police municipale, mais aussi sur la configuration du littoral. On estime que, vu la taille de nos plages ici sur Sarzeau, vous voyez, on a quand même tout à fait de la place pour agir en respectant quand même les distances entre les uns et les autres et les gestes barrières. Donc c'est la chance d'avoir des si grandes plages finalement. Durant le pont de l'Ascension, la préfecture de Bretagne annonce un renforcement des contrôles sur les plages. Elle rappelle que toute infraction aux règles de santé sera punie d'une amende de 135 €. Autre plage, autre destination vers laquelle vont converger des milliers de visiteurs ce week-end, Saint-Malo, ses remparts et ses ruelles très étroites. Pour limiter les risques de transmission du virus, le maire a rendu le port du masque obligatoire dans certaines parties de la ville. Reportage au pays de Surcouf, Christophe Abel, Louise Marcy et Alix Ponsard. Saint-Malo confiné et Saint-Malo après le déconfinement. Face à l'afflux de visiteurs la semaine dernière, la municipalité a décidé de rendre obligatoire le port du masque dans certaines rues de la cité médiévale pour les ponts de l'Ascension et de la Pentecôte. Vu qu'il y a beaucoup de monde, c'est quand même plus de sécurité. C'est plus de sécurité, voilà. C'est pas idiot dans la mesure où il y a toujours énormément de monde dans le centre-ville. Le maire ne veut prendre aucun risque avant le début de la saison touristique. Il fait beau, ça y est, on relâche les choses et puis voilà, on se retrouve en famille. C'est pour ça qu'on veut mettre de la pression. Je n'ai pas du tout envie de voir apparaître ici un cluster à Saint-Malo. Ce qu'il redoute, ce sont ces images habituelles de foule dans les rues étroites de la vieille ville. Les touristes le reconnaissent, il est bien difficile de garder ses distances. Je peux comprendre, surtout dans les rues ici, tout le monde se touche, tout le monde se colle. Seules les 4 rues les plus fréquentées sont concernées par cette restriction. Les commerçants ont dû s'organiser pour accueillir les visiteurs. Nous, on l'impose dans les magasins, donc on ne va pas dire que c'est pas bien. Mais pour autant, après, je suis pas, à gérer, ça va être un peu compliqué, je pense. Voilà. On a décidé de distribuer des masques à partir de 15 h demain, gratuitement à l'entrée de la porte Saint-Vincent de Saint-Malo Intramuros, pour justement les gens qui n'ont pas de masque, qui ne savent pas, qui ne sont pas au courant. 135 € d'amende en cas d'infraction, mais à Saint-Malo, on mise aussi sur la pédagogie. La mairie a embauché un crieur de rue pour rappeler les consignes. Vous êtes aussi nombreux à être restés chez vous par choix ou parce que vous n'aviez pas d'autre solution. La promesse d'un long week-end à la maison, il va faire beau et chaud partout. Qu'allez-vous faire? C'est ce qu'ont voulu savoir Henri Dreyfus et Frédéric Mignard en Ile-de-France.
Pour Madi, 6 mois et sa mère Grace, le week-end de l'Ascension se limitera à cet horizon urbain. Pas de quoi pourtant nourrir de ressentiment à l'égard de ceux qui profitent du déconfinement. C'est peut-être parce que moi je suis pas assez téméraire, mais s'ils ont envie de partir plus loin, tant mieux, hein, s'ils le peuvent. Mais moi je m'y risque pas, on s'y risque pas en tout cas. Maison Alfort, bord de la Marne. La plupart de ses habitants ne ressentent pas le besoin de bouger nécessairement. Frustré, non, et puis tellement soulagé que on peut au moins sortir de chez nous et profiter de tout ça. Non, je pense qu'il faut relativiser et se dire que le pire est derrière nous. Eh ben, à défaut d'autre chose, profiter de la Marne, redécouvrir comme on va peut-être redécouvrir la France plutôt que d'aller loin. Une fondue chinoise, un soleil radieux, le tout dans un cadre bucolique. Que vouloir de plus ? Pas besoin d'aller beaucoup plus loin pour le week-end de l'Ascension. On va rester ici et on sera très bien. Par rapport à d'autres qui sont dans des petits appartements, même des grands d'ailleurs. Nous on a le jardin, on est comme en vacances ici. Pour ceux qui ne vivent pas dans cet écrin de verdure, le week-end de l'Ascension est aussi l'occasion de redécouvrir Paris. Plus calmement, tranquillement, avec de l'espace, avec une odeur différente. Voilà, le vrai Paris. C'est un peu Paris au mois d'août en fait, même en mieux. Retrouver Paris dans ces conditions, moi ça me dérange pas du tout. De ne pas partir à la campagne et de vivre Paris. S'imprégner encore un peu de ce qui nous entoure, avant peut-être plus tard de changer d'horizon. 28 degrés à Rennes, 29 à Bordeaux et à Paris. On a dit des températures records prévues demain, ce qui a incité certains à mettre le masque, disons, de côté. Il reste pourtant obligatoire dans de nombreux lieux. Les températures plus qu'estivales vont-elles provoquer un relâchement des règles sanitaires? C'est ce qu'ont voulu savoir Élise Stern et Audrey Guiraud à Montpellier, où le thermomètre affichait 31 degrés cet après-midi. Les statues de la fontaine des Trois Grâces s'exposent au soleil sans souci de la distanciation sociale, sans masque. Il est 13h, il fait déjà plus de 30 degrés à Montpellier. Et si les jambes commencent à bronzer, c'est un peu moins le cas des joues et des mentons, masqués. C'est pas très agréable, mais ça reste nécessaire, donc on fait avec. Il faut éviter d'attraper cette maladie, donc je pense que vraiment, même si on a chaud, vaut mieux le mettre. Obligatoire dans les transports et dans beaucoup de boutiques, le masque est pourtant vite abandonné dans les rues, remisé dans une main ou sur le cou. Je descends de transport en commun, j'enlève. Moi, j'ai pas envie de porter de masque par cette chaleur parce que j'étouffe. Donc, ce qui fait que dès que je me trouve dans un endroit plus aéré, je l'enlève. Au milieu de l'après-midi, les températures grimpent largement au-dessus d'un mois de mai traditionnel. Ce glacier, rouvert depuis une dizaine de jours, trouve malgré tout un inconvénient à cette vague de chaleur. On transpire vite fait, c'est vite fait d'avoir une auréole, une tache, donc on le change. C'est inconfortable complètement. Même les tissus, on a tout essayé. Au bout d'un moment, c'est pas possible. Impossible, bien sûr, de pique-niquer avec un masque ou même de s'hydrater. Mais la chaleur ne doit pas faire oublier les bons gestes pour la santé de tous. Je ne le supporte pas. Les FFP2 plus chaud. Les gens ont chaud, ça tient encore plus chaud. Il faut essayer de le garder correctement. Alors, éventuellement de le changer plus souvent. Dès qu'il est humide, bien sûr, il faut le changer. À Montpellier, il va falloir s'y habituer. L'été, le mercure dépasse régulièrement les 30 degrés. Le mois de mai et ses ponts, le soleil, cela donne des envies de vacances et de voyage à beaucoup d'entre nous. L'Italie a confirmé que tous ses aéroports rouvriront dès le 3 juin. La Grèce, quant à elle, a annoncé ce soir l'ouverture de ses frontières aux touristes dès le 1er juillet. Mais à ce jour, les 27 pays de l'Union européenne n'ont pas encore trouvé d'accord global pour réglementer les déplacements, notamment touristiques, à travers l'Europe. Preuve, s'il en fallait, que l'épidémie ne s'est pas arrêtée comme par enchantement, 1000 fonctionnaires de police vont être testés à Lille. Ça représente la moitié des effectifs de l'agglomération. 3 cas de coronavirus ont été découverts sur place. Sébastien Ambert et Thierry Chartier. Image impressionnante. L'amphithéâtre de l'hôtel de police de Lille transformé cet après-midi en hôpital de campagne. Entre deux services, les policiers, souvent armés, viennent se faire dépister. C'est rassurant quand même dans notre métier d'être dépisté parce qu'on est quand même au service du public. Ça s'est fait très vite et ça c'est surprenant, mais bon, c'est efficace.
Il s'agit d'une première en France. Dans le hall de l'hôtel de police où les escaliers scène à peine croyable, ces dizaines de policiers qui attendent d'être testés. 1000 le seront en 3 jours. La mobilisation est donc générale. De nombreux soignants sont réquisitionnés. Dimanche dernier, 3 policiers lillois ont été testés positifs au Covid-19. Le but désormais, éviter la contagion. En 48 heures, une grosse opération s'est montée pour pouvoir vraiment casser les chaînes de transmission le plus rapidement possible. Il faut aller vite. Il faut aller vite. Les 3 policiers malades sont aujourd'hui à l'isolement, chez eux. Le commissariat de Lille est le plus grand de France. Depuis quelques jours, les policiers à l'intérieur travaillent masqués et dans les bureaux, le nombre de personnes est limité. Il est très clair que les agents peuvent être contaminés à l'occasion de leur activité, soit à l'extérieur, soit dans les locaux, mais également être contaminés dans leur vie personnelle et arriver dans un service, en prenant leur service, en étant porteurs du virus. 3 autres policiers du commissariat d'Arras, dans le Pas-de-Calais cette fois-ci, sont également testés positifs au coronavirus. Les 200 fonctionnaires de police de la ville sont dépistés, tout comme à Lille. Les résultats sont attendus ce week-end. Le directeur général de la Santé, Jérôme Salomon, a rappelé hier que le dépistage devait être systématique dès l'apparition de symptômes. Le gouvernement avait promis qu'il serait possible de réaliser 700 000 tests par semaine. On est encore loin du compte avec seulement 350 000 tests effectués. Mais au fait, de quels tests parle-t-on? Faut-il une ordonnance? Sont-ils pris en charge par la Sécurité sociale? Explication très complète signée Hortense Villatte, Laura Ada et Sophie Hernandez. Pour faire un test si c'est possible. Dans ce laboratoire parisien, des dizaines de patients se présentent chaque jour pour être dépistés. J'ai été malade les 2 premières semaines du confinement pendant 15 jours. Parce que mon père a été déclaré positif. Il y en a quand même eu dans mon immeuble pour s'assurer, c'est tout. Quels tests sont aujourd'hui pratiqués? Majoritairement des tests virologiques, dits PCR, un prélèvement dans les narines qui permet de déterminer si une personne est ou non infectée. Remontez bien le masque au-dessus du nez. Les autres tests sont dits sérologiques, une prise de sang qui vise à déterminer la présence d'anticorps. Il est utile pour comprendre l'épidémie, en particulier la diffusion du Covid. Les anticorps permettent de dire si le sujet a été en contact avec le virus sans qu'on soit capable de dater ce contact. À quelles conditions sont faits ces tests? Depuis le 11 mai, toutes les personnes présentant des symptômes ainsi que leurs proches, les cas contacts, sont dépistées par prélèvement nasal. Un acte biologique sur ordonnance facturé 54 € et entièrement remboursé. Les tests sanguins facturés 30 € sont jusque-là à la charge du patient. Mais dans les prochaines heures, un décret sera publié. Ces tests seront alors remboursés pour les soignants ou encore pour des patients dont les résultats étaient douteux. Car pour être remboursés, ces tests sérologiques doivent être homologués par l'Institut Pasteur, selon un cahier des charges des autorités de santé. Une liste doit être publiée avant lundi. Les tests non validés seront retirés du marché et les patients dépistés avec devront les repasser. Bonsoir Gérald Kierzek. Bonsoir Gilles. Vous êtes médecin urgentiste à l'Hôtel Dieu à Paris et consultant pour TF1 et LCI. Ce matin, la directrice de Santé publique France affirmé qu'à ce jour, il n'y avait pas de signal de reprise de l'épidémie. Sur quels chiffres et sur quels éléments s'appuie-t-elle? Sur plusieurs données. Il y a quotidiennement des données qui remontent de consultations de médecine générale, des services d'urgence, SOS médecins, les nombres d'hospitalisations par exemple. Ce sont des données qui remontent tous les jours de manière automatique. Alors c'est un petit peu tôt pour dire qu'il n'y a pas de signal de reprise. On pourra être un peu plus certain de ces données en fin de semaine prochaine. Pourquoi? Parce que c'est le délai entre l'incubation, les premiers symptômes, les consultations chez votre médecin généraliste par exemple, et puis la collecte et le traitement de ces données. Ce qui est sûr, c'est que les clusters commencent à être bien repérés, ces fameux foyers épidémiques, et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça veut dire que quand on cherche, on trouve ces foyers, qu'on est capable de remonter les chaînes épidémiques. Vous avez vu, Gérald, on annonce une vague de chaleur en France avec des températures records, 31 degrés à Montpellier aujourd'hui. Est-ce que ça va affaiblir le virus? Est-ce que son lointain cousin, sa lointaine cousine, la grippe saisonnière, lui aussi, il déteste le soleil et la chaleur? On aimerait, mais on a encore beaucoup d'incertitudes. Quand on compare avec la grippe ou tous les virus saisonniers, de la gastroentérite aussi, on sait qu'ils sont saisonniers et qu'avec la remontée des températures, ils vont disparaître ou en tout cas passer de la phase épidémique à une phase beaucoup plus isolée. On a des éléments sur le coronavirus à plus de 60 degrés. Alors c'est beaucoup 60 degrés, mais on sait que la chaleur va inhiber le virus. Et puis les clusters, ces fameux foyers épidémiques dans les abattoirs où il fait froid,
Ça nous donne un indice. Le coronavirus aime le froid et n'aime pas la chaleur. Mais on en saura un petit peu plus dans les prochaines semaines. Et attention, pas question de relâcher les pratiques et les gestes barrières, parce que ce n'est pas parce qu'on passe du stade d'épidémie à des foyers isolés que le virus disparaît. L'épidémie peut disparaître, mais le foyer, lui, et le virus continuent à circuler. Et attention surtout au rebond, notamment à l'automne. Merci beaucoup, Gérald. Bien sûr, on sait que l'industrie automobile souffre en ces temps de crise sanitaire, mais l'annonce, pas encore officielle, de la possible fermeture de plusieurs usines Renault en France est un choc. Quels sont les sites concernés et comment expliquer que la marque aux losanges se retrouve dans cette situation? Johan Engen, Bertrand Lachat, Ludovic Romanens et Dominique Paris. À la sortie du travail, ces salariés sont alertés par leur syndicat. Leur usine historique, Flins, serait menacée de fermeture. C'est un peu un coup de massue, j'espère que ça ne fermera pas. Au moins qu'il ne ferme pas, qu'il fabrique autre chose. Entendre ces nouvelles, ça nous inquiète largement. C'est la souffrance qui nous attend. En France, Renault possède encore 12 sites industriels. 4 d'entre eux seraient en danger. 3700 emplois concernés en Bretagne, en Seine-Maritime ou en région parisienne à Choisy-le-Roi, dans cette usine de pièces détachées. Il y a moins d'activité, ouais, parce qu'on voit que ça se vidait de plus en plus, mais on ne pensait pas quand même à ce point-là. Mais alors, comment expliquer ces difficultés ? D'autant que l'État vient de garantir aux constructeurs un prêt de 5 milliards d'euros afin de l'aider à passer la crise du Covid-19. Pour beaucoup d'économistes, les déboires actuels viennent de décisions plus anciennes. L'essentiel des marchés sur lesquels avait misé Renault, la Turquie, l'Argentine, la Russie, ont commencé à reculer très fortement dès 2018-2019 et fatalement ça s'est ressenti sur les résultats. Renault a ainsi perdu de l'argent l'année dernière, pour la première fois depuis 10 ans. Des mauvais résultats qui ont aussi une autre explication. Carlos Ghosn, le patron de Renault-Nissan, est accusé fin 2018 de malversation financière. Pendant plusieurs mois, le groupe automobile reste donc sans chef bien défini. L'industrie automobile est une industrie en perpétuelle transformation et que des décisions stratégiques sont prises quasiment tout le temps, que ce soit pour le lancement d'un nouveau modèle, pour des alliances, pour des implantations géographiques. Et donc il faut qu'il y ait une gouvernance qui soit opérationnelle en permanence. Et dès qu'il y a un petit peu de latence, dès qu'il y a une incertitude, forcément ça a des conséquences. Contactée, la marque aux losanges n'a pas souhaité communiquer, mais l'alliance Renault-Nissan-Mitsubishi doit détailler la semaine prochaine son plan d'économie. Objectif : augmenter la rentabilité de chaque constructeur. Des voitures invendues, mais aussi des milliers de tonnes de vêtements, de meubles, d'appareils ménagers. Que faire de tous ces stocks impossibles à écouler rapidement? Les magasins vont-ils les brader? Reportage Pierre Galassio, Ève Mazet et Iker Zabala. Un stock déjà divisé par deux. Depuis le déconfinement, les produits de ce grand magasin s'arrachent. Un soulagement. Il faut comprendre qu'avec le confinement, on continue à recevoir de la marchandise, mais on ne pouvait pas vendre parce que tout était fermé. Donc ça s'entassait, ça s'entassait, ça s'entassait. Pour faire fondre ce stock, une offre spéciale est mise en place sur tous les produits. 50% de réduction à valoir sur un prochain achat. Avoir un stock, c'est des coûts, c'est des frais, et donc il faut évidemment, en plus de cette fermeture du Covid, pouvoir les écouler le plus vite possible. Cet après-midi, réapprovisionnement du rayon dédié aux piscines gonflables, parmi les plus dévalisées. En attendant l'été, on ne sait pas si on va pouvoir aller à la mer. Au moins on est tranquille avec une petite piscine chez nous. Tout ce qui est transat, bain de soleil, on était très stockés. Après c'est vrai qu'avec l'opération, on n'a plus rien du tout. Moins 50, moins 40, moins 30%. Des promotions exceptionnelles également au rayon prêt-à-porter de ce grand magasin. Ah super, d'autant qu'on a moins travaillé. Donc, ce qui fait que nos budgets sont un petit peu moindres concernant les achats. Moins essentiel, je dirais. Donc du coup, c'est bienvenu. Le stock du magasin est quasi plein, mais le directeur est déjà rassuré. Les clients sont au rendez-vous. Et oui, je suis très confiant dans la mesure où depuis l'ouverture, on vend 2% de pièces de plus que l'année dernière. Donc c'est un très bon début. On est déjà à plus de 15 000 pièces écoulées en une dizaine de jours. Et même les magasins qui avaient peu de stock cassent les prix. Ici, il faut faire de la place aux nouveaux meubles prévus de longue date. Aujourd'hui, on a des conditions assez exceptionnelles avant de faire rentrer la nouvelle collection. Donc, on fait à peu près entre 20 et 30% de remise. Et ensuite, il y aura les soldes. Tous les invendus doivent disparaître. À défaut de pouvoir consommer, les Français ont épargné comme jamais. La collecte du livret A a battu un nouveau record en avril avec 5,5 milliards d'euros de nouveaux dépôts. C'est presque 3 fois plus qu'un mois normal avant le confinement, naturellement.
Au milieu de cette tempête économique, alors que plus de 12 millions de Français sont encore au chômage partiel, quelques entreprises font figure d'exception. Elles se sont développées de manière spectaculaire ces dernières semaines. Elles étaient tout simplement sur le bon créneau au bon moment. Regardez cette enquête d'Axel Cariou, Antoine de Pressigou et Jean-Yves Chamblet. Une imprimerie en région parisienne, une usine de coton-tige en Normandie, un atelier de vélo électrique dans les Vosges. 3 entreprises différentes, un point commun, la crise les a dynamisées. D'abord, la fabrique de coton-tige. Au début du confinement, la dirigeante voit un reportage à la télévision. On y explique comment sont pratiqués les tests virologiques, des prélèvements nasaux avec des bâtonnets appelés écouvillons. Ça ressemble à des cotons-tiges, mais ça n'en est pas. Aucune entreprise française n'en produit. La pénurie menace. Elle se dit alors que son usine a une carte à jouer. Elle mobilise ses équipes pour reproduire un échantillon chinois et ça marche. On part d'un bâtonnet standard qui mesure à peu près 70 mm de long, qui est cotonné sur les 2 embouts, pour obtenir un bâtonnet qui fait 150 mm de long, cotonné uniquement sur un embout. C'était relativement compliqué à faire et il a fallu être très réactif et très rapide. Les premiers prototypes sont sortis au bout d'une semaine. 15 jours plus tard, le premier écouvillon Made in France est homologué par les autorités sanitaires, un exploit. Aujourd'hui, l'usine produit 300 000 unités par jour, assez pour couvrir tous les besoins de notre pays. Les salariés en sont fiers et pour tenir le rythme, 10 embauches sont prévues. Non seulement des opérateurs sur ligne, mais également pour renforcer nos services, qualité, maintenance. C'est cette envie de reconquérir notre indépendance économique industrielle. À 300 km de là, pas d'embauche, mais dans cette imprimerie, tous les emplois sauvés grâce à la réactivité des équipes. Alors ici, c'est tout ce qu'on faisait avant, tout ce qui était panneaux publicitaires. Et maintenant, la demande aujourd'hui pour tout ce qui est distanciation sociale, typiquement respect des distances, 1 mètre. Ici, des stickers au sol, ou bien encore tout ce qui est affiche pour les ascenseurs. Techniciens et designers ont travaillé jour et nuit. 120 types d'affiches ont été conçus en une semaine et les machines adaptées pour découper du plexiglas, très demandées en ce moment. Grâce à ce nouveau marché, l'usine n'est restée fermée que 10 jours. Les salariés au chômage partiel reprennent du service. Bonjour Franck, votre livraison. Les livraisons s'enchaînent dans les entreprises. On pense qu'au moins jusqu'à fin août, il y aura cette activité-là. Les entreprises redémarrent très lentement. Elles prennent énormément de précautions par rapport à tout cela. Ça vous sauve ce marché? Oui. Une entreprise sauvée et une autre qui change de braquet. Alors ici, on arrive dans la nouvelle unité de production qu'on est en train d'installer, qui est prévue pour 12 000 vélos sur l'année qui vient. Ce constructeur de vélos électriques avait de toute façon prévu de s'agrandir, mais la crise le pousse à accélérer. Une vingtaine d'embauches sont en cours, car en ce moment, la marque livre 400 commandes par jour, le double de son activité habituelle. Beaucoup de Français veulent fuir les transports en commun, d'autres ont des envies de balade proches de chez eux, sans trop s'abîmer les mollets. On s'estime extrêmement chanceux parce que c'est très compliqué économiquement pour la plupart des entreprises, mais en même temps on ne vole rien à personne, on est juste sur une tendance de fond qui s'affirme. Ces 3 entreprises le savent, leur situation est extrêmement rare. Quelques étoiles dans le ciel noir d'une économie sinistrée. On a vu il y a un instant une camionnette de livraison. Sachez que si vous avez une voiture ou un véhicule utilitaire, que la date du contrôle technique obligatoire a été repoussée au 23 juin. Malgré la crise sanitaire, malgré le confinement, ils n'ont jamais arrêté de travailler. Grâce à eux, les rayons de nos supermarchés ont toujours été alimentés. Les routiers ont fait partie des professions indispensables pendant cette période. Il y a 2 mois, nous avions rencontré l'un d'entre eux qui travaillait dans des conditions difficiles. Il avait le plus grand mal à se restaurer ou à prendre une douche. Grégoire Guisteau et Mathieu Labéry l'ont retrouvé, toujours au volant. Vérification de la température. C'est bon, on est à 36,5. C'était il y a 2 mois, aux premières heures du confinement. J'ai gants, masque, gel désinfectant. Tout. À l'époque, ce chauffeur routier livrait les grandes surfaces, alors prises d'assaut par les consommateurs. Objectif, approvisionner pour éviter la pénurie. Un complet pour Mérignac, alors que j'en ai fait un hier matin, là encore un complet, 33 palettes d'alimentaire. Ouais, ça paraît une vitesse. Aujourd'hui, Michel Martin a retrouvé un rythme de travail un peu moins dense. Quand les gens se sont jetés sur les ravitaillements, après il y a eu un petit creux. C'est vrai qu'on a été tranquille niveau route parce qu'il n'y avait pas de bouchons, on était tranquille sur la route. Sur les routes, justement,
le comportement des automobilistes à l'égard des chauffeurs routiers avait selon lui changé. Oui, on a eu une image un peu positive qui est revenue au départ. Je pense que quand même ça va revenir un petit peu parce que les gens vont rentrer dans leur vie aussi, ils vont avoir leurs horaires de travail, ils vont être en retard au travail, donc quand ils vont tomber derrière le camion, ça va les faire pester parce qu'on roule qu'à 80. Voilà, c'est humain, c'est comme ça. Désormais, Michel ne livre plus de nourriture, mais du papier destiné à la fabrication de l'emballage. Bonjour. Et là aussi, les règles ont changé pendant le confinement. Pour limiter les contacts, ça n'est plus au chauffeur de charger son camion. Il doit patienter à l'extérieur de l'entrepôt pendant l'opération. C'est vous qui êtes OK2 Oui, pour charger, oui. Ça change les relations, mais ça évite d'avoir trop de monde qui se promène. Ça va à Saint-Victor de Cessieux, dans le 38. Avant de reprendre la route, faute de restaurant, la pause déjeuner a lieu dans son camion. Mais Michel a la chance de pouvoir rentrer chez lui chaque soir, ce qui n'est pas le cas de tous les chauffeurs routiers. J'ai discuté avec les collègues, ils se retrouvaient sur un parking le soir tout seuls, là, voilà, même s'ils allaient dans un supermarché pour s'acheter, pour faire la gamelle, quoi, en fait. Hein. Mais après, ils se retrouvaient tout seuls, il n'y avait pas de personne pour parler, comme au restaurant, la serveuse, le patron, le machin, là, rien de tout ça, quoi. Le lent déconfinement a donc encore des conséquences pour les professionnels de la route, et ils sont nombreux. Plus de 440 000 camions sont immatriculés sur le territoire français. Ce chiffre à présent, chaque été, 900 000 enfants et adolescents partent en colonie de vacances. Où pourront-ils aller l'été prochain? Certains centres ont déjà entamé des travaux pour s'adapter aux nouvelles conditions sanitaires. D'autres n'y arrivent pas et resteront sans doute fermés. Reportage en Normandie et en région parisienne. Anthony Lebos, Marine Marc et Anaïs Lebranchu. Tu vas attraper des coquillages et des petits poissons, des petits crabes avec une épuisette. Gustave, 5 ans, doit passer le mois de juillet dans une colonie de vacances en Loire-Atlantique. T'aimerais y aller, toi? Oui. Mais c'est la grande inconnue. Son père a pourtant tout réservé. Il attend juste la confirmation. Pour l'instant, on ne sait pas du tout si ça va se tenir, mais on a toujours un petit espoir que ça soit maintenu, pour qu'il puisse aussi à la fois voir d'autres enfants et moins voir ses parents, parce que ça fait 2-3 mois qu'ils sont non-stop avec nous. Direction ce centre de vacances dans le Calvados. Le gérant a déjà imaginé comment il pourrait reprendre son activité. Chaque été, il reçoit 80 enfants par semaine. Cette saison, il n'en accueillerait que la moitié pour bien respecter les gestes barrières. Sur les tables, nous aurons 2 enfants au lieu de 4 par table, un espacement de 1 mètre sur chaque enfant. Sur la partie self, nous aurons un marquage au sol. Dans la chambre, 2 enfants au lieu de 6 cohabiteraient et les activités sportives, elles, seraient soumises à la distanciation physique. Autant de mesures pour assurer les parents, sans oublier toutefois l'esprit des colonies de vacances. Les booms, un petit peu traditionnels dans les colos, certainement qu'elles vont avoir une autre organisation. On est en train de réfléchir à toutes ces petites choses qui sont importantes pour les enfants. Comme ce responsable, tous les professionnels du secteur restent suspendus aux annonces du gouvernement début juin pour confirmer ou non la tenue des séjours. Lui ne veut prendre aucun risque. Hervé Michel a d'ores et déjà annulé toutes ses colonies de vacances cet été, même si cette période représente 60% de son activité. Nos enfants viennent pratiquement tous des régions qui sont en rouge actuellement. Nos séjours sont pratiquement en totalité dans des zones qui sont vertes actuellement. Et pour éviter ce brassage aussi, c'est ce qui nous a permis de prendre cette décision. Il mise désormais sur les vacances de la Toussaint pour compenser ces annulations estivales. Après 2 longs mois loin de la nature et des grands espaces, vous étiez très nombreux à trépigner d'impatience, notamment pour retrouver les 60 000 km de sentiers de randonnée tracés dans nos montagnes. Depuis une semaine, les marcheurs ont pu ressortir leurs chaussures, leurs chapeaux et leurs sacs à dos. C'est ce qu'ont fait Céline Blancpain et Yves Delécluse au Grand Bornand. Respirer à plein poumon, savourer le plaisir d'une liberté retrouvée au milieu des grands espaces. Ça, c'est mon bureau. C'est où je travaille, normalement tous les jours. Jean-François est guide de haute montagne. Ce matin, il effectue sa première sortie avec des clients après 2 mois d'inactivité. Tiens, regardez, une étagne. L'étagne, c'est la femelle du bouquetin. Ah oui, ça y est, je la vois. Depuis le 12 mai, la pratique des sports de montagne est autorisée pour les groupes de moins de 10 personnes. En Haute-Savoie, les refuges sont toujours fermés et les itinéraires doivent se faire sur la journée. Une bonne partie de notre activité, c'est des courses en haute montagne. Généralement, la veille, on monte au refuge et le lendemain, on fait la course. Donc là, le fait que les refuges soient fermés, toutes ces courses-là, on va avoir beaucoup de mal à les faire.
Pressés de rattraper le temps perdu, les randonneurs sont particulièrement nombreux en montagne. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas marché, donc voilà, on est content de pouvoir pique-niquer et d'aller un petit peu dehors avec les enfants. Aussi, j'aime beaucoup voir les montagnes et les bouquetins. La magie, c'est les odeurs, les couleurs, les gens qu'on rencontre, les animaux qu'on voit, et puis ce calme. On retrouve nos activités favorites. Pardon. Je vous en prie. Ces agents s'occupent de l'entretien et du balisage des sentiers de randonnée. Ils n'ont jamais vu une telle affluence au mois de mai. Cette saison-là, oui, les étudiants sont encore à l'école et les gens ne sont pas en vacances. Donc il y a quand même moins de monde. Un besoin de nature qui fait déjà rêver de nombreux Français. Pour les vacances d'été, les villages de montagne comptent s'imposer comme une destination refuge en pleine période d'épidémie. Depuis le week-end dernier, réellement, il y a une reprise des réservations, beaucoup d'appels téléphoniques, plusieurs réservations fermes. Et on sent, ça y est, que les Français sont en train de se projeter dans leur saison estivale. En France, plus de 18 millions de personnes pratiquent la randonnée. Un sport qui pourrait bien gagner de nombreux adeptes cette année. Comme chaque soir, nous répondons aux nombreuses questions pratiques que vous nous posez avec le hashtag Le20h TF1 vous répond. Bonsoir Yannick Hézard. Bonsoir Gilles. Vous qui savez tout ou presque, voici une question. Je dois aller récupérer ma voiture neuve que j'ai achetée chez un concessionnaire, c'était avant le confinement, mais il est situé à plus de 100 km de chez moi. Est-ce que je peux aller récupérer cette voiture? La réponse est non, ça ne fait pas partie des motifs dérogatoires pour dépasser les 100 km. En revanche, nous avons contacté plusieurs concessionnaires automobiles et en fait, ils peuvent se montrer très arrangeants. Si vous leur demandez, par exemple, ils peuvent vous rapprocher le véhicule en le déposant à une concession qui se trouve à moins de 100 km de votre domicile. Bon, vous me rassurez quand même. Je voudrais réserver un hébergement à plus de 100 km de chez moi pour les vacances d'été. S'il y a reconfinement, ou si en juillet ou août prochain, la règle des 100 km n'est toujours pas abolie, est-ce que je serai remboursé? Alors en général, oui, c'est même une demande du gouvernement. Beaucoup de campings et de grandes chaînes d'hôtels proposent donc cette clause d'annulation, mais pas tous. Donc vérifiez bien avant de réserver, surtout si c'est un petit hôtel indépendant, il est un peu plus libre de fixer ces règles. Et puis attention, les sites de réservation entre particuliers, comme Airbnb ou Abritel, ne garantissent pas ce remboursement. Sur Airbnb, par exemple, pour les réservations de juillet-août, les règles d'annulation dépendent en fait de chaque loueur. Si vous annulez quelques jours avant, certains vous rembourseront tout, d'autres 50% et d'autres rien du tout. Question posée par de nombreux téléspectateurs. Qui pourra bénéficier des chèques vacances tourisme? On en a entendu parler, que le gouvernement va sans doute mettre en place. Alors, c'est encore en préparation, mais cette aide devrait s'inspirer de ce que proposent actuellement les régions Grand Est et PACA. 500 € de chèques vacances à utiliser dans la région pour les personnes à revenus modestes et qui ont travaillé en contact avec le public pendant le confinement. Les soignants, les employés de supermarchés, les éboueurs par exemple. Ce sont les régions qui décideront des critères d'attribution et on en saura plus début juin. Merci beaucoup Yannick, vous reviendrez à ce moment-là et sans doute même avant. Nous ne sommes pas les seuls à être déconfinés. Nos 63 millions d'animaux de compagnie apprécient également cette liberté retrouvée. C'est le cas dans les refuges de la SPA où les visites en vue d'une adoption ont enfin repris avec masque et uniquement sur rendez-vous. Sophie de Vessière et Clément Biet ont failli craquer et ramener quelques nouvelles mascottes dans les locaux de la rédaction. Bonjour. Ils pensaient être accueillis à bras ouverts, mais la pandémie a imposé de nouvelles règles. On fait des adoptions, mais uniquement sur rendez-vous. Un peu déçu, on comprend très bien, mais un peu déçu par rapport aux enfants, c'est tout. Pour adopter un animal, il faut donc prendre un rendez-vous et se soumettre à quelques règles. Gel hydroalcoolique, masque et distanciation sociale. Et donc vous ne touchez rien, pas les poignets, pas les chats. Vous essayez de toucher au minimum les autres chats. Natalia et ses enfants se soumettent volontiers à ce protocole. Ils y voient même un avantage. C'est mieux sur rendez-vous parce que du coup il y a personne d'autre et on est seul quoi. L'adoptant ne peut rencontrer qu'un seul animal préalablement choisi sur photo ou vidéo. Pascal a craqué pour Rutabaga. Elle dispose de quelques minutes en tête-à-tête pour conforter son coup de cœur. Je la voyais un peu plus grosse. Finalement, je suis surprise, mais c'est vraiment un coup de cœur. Les procédures sont suivies scrupuleusement par tout le personnel. La moindre entorse pourrait avoir des conséquences. Et nous sommes en zone rouge. On veut protéger les gens qui viennent chez nous, c'est hyper important, mais on a aussi besoin de se protéger, puisque si nous sommes malades, on ne peut plus s'occuper de nos animaux.
Maintenir les adoptions est essentiel. 3500 animaux attendent aujourd'hui un nouveau maître. Dans ce refuge, ce sont 6 rendez-vous qui sont fixés tous les jours, 6 animaux qui trouvent en général un nouveau foyer. Ces semaines de confinement, les changements si rapides dans nos modes de vie ont aussi des conséquences à l'échelle des communes dans lesquelles nous habitons. Les priorités ne sont plus les mêmes qu'il y a 2 ou 3 mois. Exemple à Issoire, 15 000 habitants dans le Puy-de-Dôme. Arnaud Etcheverry et Régis Rouanet. Que se passe-t-il dans le centre-ville d'Issoire? Donc c'est bon là, il y a juste celui-là un peu à décaler. Des papillons multicolores pour égayer les rues piétonnes. C'est la dernière idée du maire et ça plaît visiblement aux habitants. Je trouve ça génial. Je trouve que c'est beau, ça met de la gaieté, c'est le printemps. Moi je trouve ça sympa, ça donne de la couleur. Issoire, 15 000 habitants, sort de 2 mois de confinement et veut éviter le chaos économique. La priorité, ce sont les 250 commerces qu'il faut désormais sauver. Bonjour. Ces 2 élus de la commune viennent proposer une aide de 1 000 € financée par la ville à chaque commerçant. Vous savez, dans des petits commerces indépendants comme le mien, il y a des gens qui ne les gagnent pas par mois, les 1 000 €. Donc la personne qui va toucher ces 1 000 €, ça lui permettra pas forcément de payer la marchandise, mais de vivre. Une aide d'urgence pour les commerçants. Et le maire a d'autres idées. Des chèques cadeaux, donc à destination des Issoiriennes et des Issoiriens pour augmenter leur pouvoir d'achat et utilisables uniquement chez les commerçants issoiriens. Des chèques cadeaux de 60 €, 40 à la charge des habitants, 20 offerts par la mairie. Ce plan de sauvetage a un coût, 1 million €. Il ne faut pas perdre de temps là aujourd'hui. C'est urgent, c'est pour ça qu'on est passé en conseil municipal très récemment pour le voter, parce qu'il y a urgence. Cette stratégie qui consiste à subventionner les commerces ne convainc pas l'opposition. Si on bosse que sur Issoire, on n'y arrivera pas. Tout simplement parce que les clients ne sont pas forcément que d'Issoire. Les chèques cadeaux, ça ne va pas suffire. Il faut autre chose. Justement, le maire veut aller plus loin. Conscient que la crise va bientôt frapper sa commune, il veut tout miser sur la relance économique. Sur ce terrain vague, une nouvelle école aurait dû voir le jour dans les prochains mois. Les écoliers issoiriens vont devoir attendre certainement quelques années supplémentaires, mais c'est pour la bonne cause. L'argent qui devait être investi, 10 millions € va être réutilisé pour transformer ce quartier. Ici, on a déjà un magnifique parc. On va l'ouvrir sur le cœur de ville, donc avec beaucoup moins de circulation et beaucoup moins de voitures, une vraie esplanade à la fois verte et une partie minérale. Il y a besoin de faire travailler les entreprises de notre territoire. Et puis en même temps, je crois que c'est maintenant qu'il faut vraiment que les gens sentent que notre ville a envie de se développer, a envie de se booster. Autant de projets qui n'étaient pas forcément prévus avant la crise. Ces mesures doivent permettre d'amortir le choc dans ce bassin d'emploi où les industries automobiles et aéronautiques vont être durement touchées. Depuis plus de 2 mois, une vingtaine de Français nous font partager leur vie quotidienne en se filmant eux-mêmes. Ce soir, dans Ma Nouvelle Vie, nous retrouvons Clarisse Kremer, une navigatrice professionnelle qui, après des semaines loin de l'océan et des embruns, va enfin remettre son bateau à l'eau. Et c'est à Lorient. Elena Despaturo et Antoine Silberman. Aujourd'hui, c'est la mise à l'eau du bateau. Donc c'est un grand moment parce que ça fait 2 mois qu'on aurait dû le mettre à l'eau. C'est au tour de son voilier d'être déconfiné. La bête va être bientôt relâchée. La navigatrice Clarisse Kremer a bénéficié d'une dérogation pour reprendre les entraînements en mer et préparer le Vendée Globe. Ce moment si spécial, elle a voulu nous le faire partager. Ça fait beaucoup de bien aussi, ne serait-ce que d'être sur les pontons, de s'occuper d'un bateau qui flotte. Ça fait beaucoup de bien au mental. Pour lancer la machine à chaque fois, le bateau ça s'oublie pas, mais il faut quand même reprendre un peu ses repères après quelques mois de pause. Au large des côtes bretonnes, la liberté enfin retrouvée. Est-ce que c'est pas le paradis? C'est le paradis, ouais. Alors, on est tous d'accord ici pour dire que c'est le paradis. Dans 6 mois seulement, elle affrontera le Vendée Globe, son premier tour du monde en solitaire. Clarisse va devoir redoubler d'efforts. Mais elle garde le sourire. Là, on va bientôt virer de bord. Premier virement de bord de 2020. Comment qu'on fait? Écoutez ton approche. Ok, prends des coups devant, prenez des cieux. Ah non, c'est dans le vide. Je me disais aussi que c'était trop facile. Même si j'ai fait de la prépa physique avant et pendant le confinement, il faut se remettre dedans. Voilà. Après 1 heure de navigation, Clarisse est à nouveau dans son élément. C'est chouette de sentir
fait quelques mois que je ne l'ai pas vécu. Prochain exercice. Tu peux choquer un peu la Berthe ? Naviguer de nuit en solitaire. Pour l'instant, le Vendée Globe est toujours prévu début novembre. Chaque minute de navigation est extrêmement précieuse. Il ne faut pas perdre de temps. La courbe d'apprentissage, elle doit être vraiment élevée. Il va falloir naviguer, naviguer et encore naviguer. Il y a plein de naves de prévues. C'est sur la bonne voie. Voilà. Si vous aussi vous souhaitez témoigner et débattre sur cette nouvelle vie après le coronavirus, sachez que TF1 a lancé en partenariat avec Sciences Po et Bluenov une consultation ouverte à tous sur Internet. Le questionnaire est disponible jusqu'au 24 juin. Rendez-vous sur notre-nouvelle-vie.fr. Depuis 10 jours, nous vous faisons découvrir une France secrète à moins de 100 km de chez vous. Ce soir, si vous habitez Valence, Montélimar, Avignon, je vous propose une découverte de la Drôme provençale, ces magnifiques villages perchés et leurs ruelles qui ont vu passer presque 1000 ans d'histoire. C'est parti pour un grand bol d'air pur parfumé à la lavande avec Gaël Charnet et Frédéric Marchand. Pour les apercevoir, il faut lever les yeux au ciel. Ces citadelles de pierre y semblent accrochées. Et pour y grimper, il faut de l'entraînement. Entretenir la forme, c'est extra. On monte, on descend, et au milieu de ce décor qui est tellement beau. Des promontoires construits au Moyen-Âge pour y guetter les envahisseurs. Pas vraiment pour y admirer la vue. Quelqu'un arrive, on le voit venir, on peut deviner ses intentions puisqu'on a une vue très large. Comme c'est en hauteur, on a le temps de se préparer pour se défendre si besoin. Des gardiens de la vallée du Rhône, pas toujours très accessibles, que les hommes ont abandonnés au fil des siècles, comme la garde à Desmares. C'était quasi des ruines sur la place Perriot, c'était un amoncellement de cailloux et de rochers. Depuis 50 ans, on reconstruit les maisons, on restaure les monuments. Après 2 mois de confinement, les travaux vont justement reprendre dans l'église classée du XIIe siècle. C'est un village d'amoureux, c'est un village de passionnés, c'est des gens qui se sont installés là pour y vivre avec leur famille. À quelques kilomètres, à flanc de colline, Mirmande. Imaginez un peintre cubiste des années 30, André Lotte, qui en panne de voiture, tombe par hasard sur ce village abandonné. Que voit-il ? Sa forme pyramidale d'abord et son potentiel artistique ensuite. Les peintres parisiens de l'époque qui sont venus et tout l'aéropage avec, et certains se sont installés. Un village fantôme lui aussi ressuscité, où brûle à présent le feu de la création. Peintres, sculpteurs, impatients désormais de rouvrir leurs ateliers au public. J'ai justement vraiment investi la cour en me disant que ça fait un espace où les gens peuvent se balader davantage et être plus libres et moi travailler à l'intérieur et voilà. Ils sont 35 villages perchés à avoir redressé leurs remparts, rebâti leurs donjons. Plus au sud, Grignan et sa forteresse médiévale devenue palais à la Renaissance. Son hôte la plus illustre vanta les charmes de son impressionnante terrasse. Le château de Grignan a été rendu célèbre par la présence de la marquise de Sévigné et de sa célèbre correspondance, puisque pendant des années, alors qu'elle était à Paris, elle écrivait à sa fille qui s'était mariée avec le comte de Grignan. Un édifice qui accueille 150 000 visiteurs par an et se prépare à son déconfinement. Le visiteur ne pourra pas aller dans tous les espaces. Certains sont trop exigus pour assurer les consignes de sécurité, donc il n'ira pas, par exemple, dans la chambre de la marquise, mais il découvrira des portraits, des éléments de la collection qu'on va, en quelque sorte, déconfiner. Et voici Ghislaine, Constance, Adélaïde. Des noms de princesses et un bouquet qui n'aurait sans doute pas déplu à la marquise. Celles-ci, elles ont une odeur Ah oui, elles sont très très fines, très subtiles. 400 rosiers qui valent à Grignan le label de village botanique, décerné chaque année. Et même confinés, les habitants étaient au chevet de ces dames pour entretenir leur beauté. Quand on aime, on compte pas. Il est donc loin, le temps où l'on surveillait l'ennemi. On y attend désormais avec impatience le retour des visiteurs. C'est sans doute pour très bientôt. Sur LCI, dans le Grand Soir, Olivier Galzi reviendra sur les départs en week-end pour ce pont de l'Ascension. Rendez-vous sur les canals 26.
C'est la fin de ce journal. Tout de suite, la météo d'Evelyne Delia qui vous annoncera quelques records de température. Puis Nicolas Canteloup et Alessandra Sublet. Et votre série The Resident, demain à 13h, eux aussi sont en résidence. Le duo Jacques Legros et Jean-Pierre Pernaut. Je vous retrouve pour faire le point sur l'épidémie à 19h45 et à 20h bien sûr pour le journal. Excellente soirée à tous. À demain. Retrouvez toute l'info sur LCI, canal 26.